je vais ouvrir cette séance. Tout d'abord, merci d'être aussi nombreux. Cet événement et cette rencontre d'aujourd'hui, elle a été organisée avec le comité Richelieu, avec Jean-Pierre, des gens formidables, pas très bien formidables, moi je tiens à le dire, hein, qui ont été... Mais tout cela n'aurait pas été possible avant. Tu dis quoi, Jean-Pierre? Mais avant peut-être véritablement de vous présenter donc tous les invités à mes côtés, je voulais passer la parole à Fabrice Marcella, qui sans lui, bien sûr, nous ne serions pas là aujourd'hui, qui lorsque le maire du village, et je crois qu'on peut déjà applaudir en tant que maire, donc c'est déjà un moment important. Voilà. Alors, on va être un peu moins institutionnel qu'avec Pierre Gattaz, je m'en excuse Jean-Pierre, mais ici on est vraiment chez nous, hein, donc ce sont nos adhérents, ce sont tes adhérents, c'est notre écosystème, ce sont des TPE, c'est des dirigeants de TPE, c'est des dirigeants de PME, ce sont des dirigeants d'entreprises, de PME, mais aussi des représentants de grands groupes qui sont ici présents, des directeurs achats, des directeurs marketing, et puis des institutionnels comme vous, qui nous suivez donc depuis l'origine. Donc on est un peu chez nous. Et je crois qu'on a envie de partager aujourd'hui une journée d'innovation, donc chez nous et donc chez vous, Fabrice. Donc on va essayer d'être un peu chez nous, si vous nous l'autorisez, tout au long de cette journée. Je vais vous passer la parole pour que vous nous représentiez le village Baïséa, qui est un lieu formidable, une équipe formidable et un maire formidable. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au sein du village. Alors quelques mots pour vous présenter ce qu'est le village. Le village, c'est un écosystème complet dédié au business et à l'innovation. Et à aucun moment on dissocie ces deux termes. Et pour cela, on a un lieu incroyable qui est le 55 rue de la Boétie. Là où vous êtes actuellement, on est en plein cœur du quartier central des affaires. On a 2/3 des sièges sociaux des boîtes du CAC 40 qui sont dans le coin. On a bien sûr la Fédération nationale du Crédit Agricole qui est juste en face. Deux éléments extrêmement importants compte tenu des objectifs visés par ce village. L'objectif ici, c'est de permettre à de jeunes entreprises innovantes de pouvoir se développer commercialement au travers de la mise en relation de ces jeunes entreprises avec des PME à la recherche d'innovation, mais aussi l'idée est de savoir et de chercher à réconcilier le cycle de décision d'un grand groupe avec le cycle de vie d'une start-up. C'est ça les ambitions aujourd'hui portées par le village, et le fait d'être extrêmement bien placé aujourd'hui nous permet de mettre facilement en relation l'ensemble de ces acteurs, l'ensemble de ces décideurs. Alors ici, dans le village, on héberge différents types d'habitants. On a un premier habitant, et vous l'avez compris, qui est quasiment le plus important, c'est une pépinière d'entreprise qui a une capacité d'accueil d'une centaine de start-up. À date, nous avons 70 start-up dans le village. On a reçu 660 dossiers de candidature. Nous avons retenu 70 start-up. 70 belles pépites, je crois qu'au cours de la journée, vous allez en rencontrer un certain nombre d'entre elles, en tout cas positionnées sur la place du village. C'est une pépinière généraliste qui couvre tous les secteurs de l'économie aujourd'hui qui bougent. Souvent, on a le digital comme prétexte à l'innovation dans le secteur physique, dans les startups aujourd'hui hébergées dans le village. Donc une pépinière d'entreprise qui offre bien sûr le gîte et le couvert, mais pas que. C'est aussi de l'animation, c'est aussi du réseautage comme on va le faire aujourd'hui. C'est aussi du parrainage de start-up au travers des grands groupes aujourd'hui qui accompagnent et qui sont partenaires du village. Donc premier acteur important du village, cette pépinière. Ensuite, on a des PME d'excellence, des anciennes start-up qui ont souhaité rejoindre l'aventure du village et qui s'engagent auprès du village à donner du temps aux startups les plus jeunes en faisant des retours d'expérience sur leur expérience passée lorsqu'elles-mêmes étaient encore startup. Pépinière, PME d'excellence. On a aussi des accompagnants experts, avocats, experts comptables, spécialistes des subventions à destination des startups, présents à jour régulier sur la place du village, qui apportent ce premier niveau de conseil à ces jeunes entreprises. Donc startup, PME d'excellence, experts et enfin des partenaires. Je vous l'ai dit, ici on héberge une pépinière généraliste, c'est-à-dire qu'on couvre tous les secteurs et on n'a pas la prétention, nous, village, d'avoir cette expertise sur tous les secteurs de l'économie. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir aussi des partenaires comme des GDF Suez, des Sanofi, des BETC, des IBM, des HP, qui s'engagent aussi auprès du village à pouvoir accompagner ces jeunes startups pour pouvoir apporter cette expertise à des secteurs extrêmement variés. Donc voilà l'écosystème complet que l'on cherche à mettre en œuvre ici. Et ce qui nous permet aussi d'accueillir des belles journées comme celle-ci. En tout cas, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Ce qui nous permet à nous, villages, de mettre en relation ces startups avec d'autres acteurs, en tout cas de l'écosystème, et être à la hauteur, je l'espère, de la promesse faite à ces startups innovantes. Donc je vous souhaite une très très belle journée, en tout cas dans ce lieu. Et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Eh bien, alors, c'était très compliqué pour lancer cette plénière d'ouverture. J'ai voulu effectivement être entouré par des gens d'abord qui me sont proches, qui me sont depuis longtemps proches, plus récemment proches, et puis depuis très très longtemps proches, donc, et qui partagent la vision d'innovation. Oh, vous n'avez pas si vieux. Hein. Et puis des gens également comme Philippe Bernat qui est ici, qui travaille à nos côtés. Donc Monsieur Lecante qui est également là, donc avec lequel nous avons beaucoup à échanger. Et je voudrais qu'on puisse ensemble, pendant cette heure qui va nous conduire donc avant donc les prochaines rencontres, que nous puissions partager avec d'abord notre vision, notre point de vue, et vous entendre également sur celle-ci. Un point pour resituer pour ceux encore qui ne connaîtraient pas donc l'Observatoire comme média. L'Observatoire donc est né il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 8 ans. On est né sur un fil rouge qui est l'économie de la communication globale. Nous avons 4 axes qui ont construit ce que nous sommes aujourd'hui. Un axe qui est bien sûr l'axe sur les études économiques et financières, un axe sur les relations donneurs d'ordre avec la médiation et avec la CEDAF, un axe sur l'innovation et un nouveau, je dirais, champ des possibles s'ouvre aujourd'hui avec le comité Richelieu, je vais en parler, et puis un axe efficacité que nous portons également avec nos adhérents. Notre priorité a toujours été le décloisonnement des métiers, et je vais y revenir, et c'est aussi parce qu'on parle de décloisonnement que nous avons souhaité décloisonner avec le comité Richelieu un certain nombre de réflexions, le décloisonnement des métiers, la création de valeur, et réunir des grands donneurs d'ordre, pour qui on doit apporter excellence, mais aussi sans concession. Alors pour m'accompagner, Frédéric, 2 mots pour te présenter, je préfère que tu te présentes toi tout seul. Donc moi je suis entrepreneur, je dirige un groupe de communication qui s'appelle Hopscotch, qui a 550 collaborateurs en France et avec des petites ambassades sur chaque continent. Et nous sommes les spécialistes des relations publiques globales, on va dire. Et je suis par ailleurs un ancien président de Croissance Plus, très impliqué dans on va dire dans le partage de la passion de l'entrepreneuriat. À ce titre, on a plein d'expériences communes avec le comité Richelieu, pour qui j'ai beaucoup d'estime, voire d'affection, et je partage tous les combats du comité Richelieu. Et aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est que je suis aussi le vice-président de la commission innovation du MEDEF, et plus particulièrement en charge de tout ce qui est, enfin, de promouvoir l'idée de l'innovation par les services, par les usages, etc. et de faire comprendre même aux entreprises les plus traditionnelles qui ne sont pas forcément ouvertes à ça, que l'innovation, on la trouve quelquefois bêtement sur les étagères, simplement en tournant la tête. Philippe, un mot, toi qui étais à mes côtés pendant toute cette période aussi de préparation, pour te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Pour être un peu mobile, hein, tu vois. Gardez le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de me présenter. Donc, président d'honneur du comité Richelieu. Donc, il y a toute une filiation avec les gens qui sont autour de cette table. Et puis, j'ai le plaisir de travailler aujourd'hui avec Pierre pour animer à ses côtés la mission innovation qui a démarré maintenant il y a à peu près 1 an et qu'on porte avec beaucoup d'énergie et qu'on aura l'occasion de présenter à différents moments dans cette journée à l'occasion des tables rondes. Cet horrible individu, Dominique, m'a mis la pression, il m'a demandé, et j'ai pas pu négocier, d'animer au moins 2 ou 3 tables rondes, je ne sais plus. Voilà, donc on aura l'occasion de se... Plus une conférence débat sur la stratégie de la bienveillance, auquel je tiens beaucoup. Mais ça, c'est une récréation. Ça va nous faire du bien, c'est une récréation, parce que ce matin, finalement, ce mot n'a pas été employé, mais il a été révélé dans tous les propos qui ont été tenus sur la première table ronde, où on a parlé un petit peu avec le MEDEF. Ce mot de bienveillance n'a pas été dit une seule fois, et pourtant, je pense que c'est la clé de voûte de ce qui fera qu'on arrivera à travailler tous ensemble, avec nos intérêts respectifs défendus, mais un intérêt collectif partagé. Et je pense que la bienveillance est la clé de voûte de ce dispositif. Merci beaucoup à toi. Oui, Christophe, peut-être Lecante, peut-être un mot sur le comité Richelieu. Bien, je serai très court. Merci également de me donner l'occasion de présenter mes activités en tant que vice-président innovation du comité Richelieu et également en tant que président de l'IHEST, qui est l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Alors ça fait un peu pompeux quand on donne le nom décliné, mais l'IHEST est moins connu que l'IHEDN, mais il est à la science et à l'innovation ce que l'IHEDN est à la défense nationale et à l'intelligence économique. Et il y a un vrai parallèle entre nos activités
au sein de Richelieu et au sein de la commission innovation, où on a porté le projet sous la présidence de Philippe du pacte innovation. On a parlé tout à l'heure du pacte PME, qui était effectivement un des enfants du comité Richelieu sur l'aspect de la sous-traitance. Le pacte innovation, après la rédaction de notre livre blanc en 2011, a porté sur l'accélération de la culture d'innovation entre les grands groupes et les PME innovantes. Ça a donné lieu à la création de forums PME Innovation, dont le premier a eu lieu avec EDF, avec une deuxième édition qui a été rééditée cette année, mais également avec le groupe Huawei. On a des discussions avec d'autres grands groupes sur des journées de rencontres entre des ingénieurs, des acheteurs, des décideurs de ces grands groupes et 140, 150 PME innovantes pour parler exclusivement d'innovation, pour briser la glace, comme ça a été exprimé, autour de sujets d'innovation et où l'innovation technologique n'est pas le seul propos. Juste pour finir sur le parallèle que je faisais avec l'IHEST, l'IHEST fait ça en tant qu'un organisme de formation pour mettre, dans le cadre d'un cycle annuel qui dure 45 jours, en vase clos des décideurs des grandes administrations, des grands centres de recherche, des grands groupes, de la finance, des syndicalistes, des journalistes. Et les propos de Pierre Gattaz ce matin, finalement, pourraient servir de devise à l'IHEST, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent et échangent de manière pluridisciplinaire pendant de longues périodes autour des questions de science, d'innovation, de technologie et du sens que tout ça doit avoir pour nos sociétés, pour la mondialisation, mais aussi pour la création d'emplois. On va ici employer toute la journée. Pierre Pelouzet, avant de passer la parole à Jean-Pierre. Pierre, allez, encore un mot pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Si tu veux, Dominique. Bonjour à toutes et à tous, très content d'être ici. Mon rôle, c'est médiateur des relations interentreprises. Que la plupart des gens dans la salle, je connais beaucoup de têtes, donc j'imagine que vous connaissez aussi la mienne. C'est un job que j'ai pris à la suite de convictions. On a beaucoup parlé de valeurs ce matin, mais pour ceux qui me connaissent depuis un peu plus longtemps que les 2 ans et demi que je viens de passer à la médiation, je ne suis pas arrivé là complètement par hasard. Je suis arrivé là parce que, au-delà de ce que je faisais en entreprise, parce que j'ai toujours vécu en entreprise, je me suis beaucoup investi dans le côté associatif. Pierre a rappelé tout à l'heure que j'ai participé à la fondation de l'association Pacte PME, qui est issue effectivement d'un programme comité Richelieu de l'époque. Et donc, on est quelques-uns ici à avoir été initiateurs de ce mouvement. Aussi, j'ai lancé la charte en faveur de relations fournisseurs responsables, qui à l'époque, on avait fait signer par une vingtaine d'entreprises. On en est à près de 700 aujourd'hui. Donc voilà, on a eu beaucoup d'investissements, en tout cas personnel, sur des valeurs, cette valeur de confiance, cette valeur de bienveillance que vient de citer Philippe. Ces mots-là ont un vrai sens pour moi, et c'est à cause de ça, ou grâce à ça peut-être, qu'un jour, un certain nombre de personnes se sont dit que je serais peut-être pas mal en médiateur inter-entreprise, et j'ai eu la chance de pouvoir accepter ce job et le porter depuis 2 ans, avec beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup de passion, parce que je crois qu'on est sur une des clés, sinon la clé de l'économie française. Si on restaure la confiance entre tous les acteurs, on va gagner. Jean-Pierre, je vais t'essayer de présenter, et puis après je reposerai le contexte dans lequel et pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et quelles sont les valeurs qu'on a envie de défendre dans le monde du décloisonnement. Jean-Pierre Géraud, je suis président du comité Richelieu, et je suis également cofondateur d'une start-up qui s'appelle Publishroom, qui est dans l'édition numérique. Qui va pitcher aujourd'hui d'ailleurs. Qui va pitcher, absolument. Qui va pitcher, elle démarre. On démarre l'activité depuis 6 mois, donc elle va pitcher. Et alors, 2 mots sur le comité Richelieu. En fait, on a 2 types d'activités. On a une activité quelque part, je dirais, de lobbying, et une activité de go-between. Et en fait, on essaie de réconcilier 2 temps. C'est d'un côté le temps politique et d'un côté le temps de l'entreprise. Le temps politique, c'est d'abord préserver l'écosystème de l'innovation. Donc on parle de créer un pour recherche, et puis tout ce qui s'est passé depuis le CICE, le CI2I, etc. En fait, nous, notre travail est vraiment au niveau des pouvoirs publics, d'influencer, dans le bon sens du terme, de préserver, de défendre, je dirais, ce qui permet à l'écosystème, aux différents écosystèmes d'innovation de perdurer. Donc on s'est battu notamment sur le CIR, etc. Donc là, c'est le temps politique. Et puis après, il y a le temps des entreprises. Le temps des entreprises, c'est ce que disait Christophe, c'est le pacte innovation, c'est de mettre en relation des entreprises. Alors, c'est aussi bien des entreprises, des PME, des start-up entre elles, bien évidemment, avec des grands groupes, parce que c'est le cœur du sujet, et donc d'organiser quelque part ces espaces
rencontres. Alors effectivement, on est un peu sur le même principe, c'est que dans les forums PME Innovation, on fait venir un ou plusieurs grands groupes et on organise des speed dating. C'est-à-dire que vous avez 15 minutes, entre guillemets, pour convaincre, et surtout pour faire ce premier contact qui est souvent le plus difficile entre une PME, une start-up et un grand groupe. Rencontrer un patron de site responsable, je dirais, d'un secteur de l'innovation de l'EDF, etc., c'est quand même assez compliqué pour une start-up ou une PME. Ben là, voilà, il a un quart d'heure, les cartes de visite ont échangé et on permet cette mise en relation. Donc on a vraiment, je dirais, ces deux activités et c'est vrai qu'on est sur des temps un peu, je dirais, paradoxaux dans le sens où le temps politique et le temps économique n'ont que peu de choses à voir. Et il suffisait d'écouter effectivement les discussions que l'on a avec Pierre Gattaz ce matin pour voir s'il y a autant de différences et d'incompréhension, c'est que probablement nous n'avons pas la même, la même sensibilité au temps. Enfin, on ne va pas faire un débat philosophique. Non, mais je crois un point important. Ça marche. Un point important, c'est également, je crois qu'on a toujours souhaité à l'Observatoire de ne pas être langue de bois, de dire la vérité. Parce que attention, on n'est pas dans le pays des bisounours. Hein. On n'est pas dans le pays des bisounours. Et je crois qu'avec le comité Richelieu, ce que j'ai pu partager ces derniers mois, c'est pas langue de bois. On dit la vérité. On regarde avec lucidité le monde dans lequel on vit, la difficulté des entreprises telles que nous la vivons, les ruptures que nous vivons, qui peuvent être soit d'ordre conjoncturel, soit d'ordre purement structurel. Et donc ça nous a renvoyé, moi dans mes premiers débats avec Jean-Pierre, ça m'a renvoyé à notre histoire un peu autour de l'Observatoire comme média, autour de l'innovation. Cette idée d'innovation, il ne faut jamais oublier, elle est née d'une étude qu'on a faite avec la médiation auprès de nos adhérents. Et l'un des points faibles du monde de la communication, mon cher Frédéric, c'est comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, les communicants sont les plus mauvais communicants. C'est amusant d'ailleurs parce que Pierre Gattaz faisait état tout à l'heure de l'importance de faire savoir et de faire valoir. Donc lorsque nous avons ouvert le chantier de l'innovation il y a maintenant un peu plus de 3 ans, c'était d'abord pour dire toute entreprise par définition est innovante. Alors on s'est un petit peu moqué au départ en disant non mais l'innovation c'est très techno, c'est très machin, très web. Non, toute entreprise est innovante parce qu'elle crée de la valeur, elle crée de la richesse. Ça c'est un parti pris que nous avons eu et nous avons souhaité autour de ça pendant ces 3 dernières années porter la valeur innovante des entreprises de tous les grands secteurs d'activité qui composent. 3 grands secteurs d'activité, je rappelle toujours, les agences au sens large, les médias au sens large, la filière graphique au sens large. Et là, il était important aussi de redonner confiance, parce que je crois de parler qu'on est innovant dans les entreprises, c'est aussi redonner confiance. Donc, c'était de montrer de belles choses, et on a mis en place, avec Alexandre, donc une plateforme innovation qui a permis à chacun de publier cette innovation. Ça a rencontré un premier public, indéniablement. Il y a 18 mois, le monde était en pleine ébullition. Le monde des startups était en train de bouger, de bousculer le monde de la communication dans les acteurs traditionnels. On n'est pas là pour faire de la résistance. On n'est pas là, on dit toujours on ne veut pas être corporatiste. Donc il était important aussi d'ouvrir ce monde des startups, les écouter, les comprendre. Mais notre vision sur les startups, c'est aussi, moi je suis contre, on n'est pas là pour financer. On n'a d'abord surtout pas les moyens. On n'est pas là pour financer. On n'est pas là, je dirais, pour incuber. On est là pour faire rencontrer des startups un public qui peut leur signer des bons de commande. Parce que je crois que ce qui est plus important lorsqu'on est des startups, bien sûr, il faut des sous, mais plus que tout, il faut un bon de commande. Il faut qu'on soit capable d'emmener cette startup par un grand groupe, ou par une PME, ou par une TPE, ou par une ETI qui voudrait l'accompagner. Il faut l'emmener à grandir et à croître. Si elle n'a pas de chiffre d'affaires, comme on dit, toute entreprise par définition est innovante, bon voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et l'approche donc des startups, nous l'avons eu dans cette dynamique-là. Et force est de constater, vous savez, on a fait pitcher, maintenant, on va faire pitcher avec aujourd'hui un peu plus de 100 startups. Pas loin de 20% d'entre elles ont à chaque fois signé des bons de commande. Ça me ravit. Parce que, vous savez, ils sont partis avec un chiffre d'affaires. Et là, c'est un message que je passe aux grands donneurs d'ordre. Regardez bien ce qui va se passer tout au long de la journée. Il y a des choses formidables. Donc, ça, c'était cette démarche autour des startups. Mais je crois qu'on n'aurait pas été complet, et peut-être c'est une rencontre qui permet cela, c'est souvent les choses ainsi. Bien souvent, on parle de l'industrie, on parle des ingénieurs, et on a l'impression que ceux qui innovent sont avant tout ces gens-là. Nous sommes dans le monde du marketing et des services, et dans le monde des usages. Est-ce que nous innovons réellement?
C'est en fait autour de ces thématiques-là, Jean-Pierre, je vais te repasser la parole, que nous avons souhaité ouvrir le débat ensemble. Sur un triptyque auquel je suis très attaché, on a fait une vidéo avec Jean-Pierre sur ce sujet-là. Je crois que la communication, c'est 3 axes. La data, l'information, les vecteurs. Nous, à l'Observatoire, nous sommes que les vecteurs. Ce n'est pas péjoratif dans mes propos. L'information est un sujet clé, fondamental. C'est la valeur du contenu. D'ailleurs, je vous invite, on fera un petit pitch avec Rachid Arabe, hein, donc, qui est un formidable journaliste et qui va nous parler de l'innovation et de l'information. Ça, on y croit aussi. Et puis, la notion de la data. Alors là, je ne sais plus très bien de quoi on parle, c'est tellement vaste. Pour autant, voilà ce que nous avons souhaité ouvrir comme débat avec Jean-Pierre. Peut-être, Jean-Pierre, peux-tu compléter mes propos à cet endroit-là et un peu la conviction que tout se comportait avant de vous entendre et nous aussi. L'objectif, pour entrer un peu dans le cœur du sujet quand même, hein, l'objectif dans cette filière de la communication, c'est quand même quelque part de proposer une grille de lecture pour que finalement les gens y retrouvent peut-être une meilleure lisibilité de ce qui se passe et aussi, j'irais, favoriser cette notion de rencontre. Alors, on a été volontairement presque provocateur en disant que l'innovation, ce n'est pas que de la technologie. Parce qu'effectivement, il y a une dérive qui consiste à considérer l'innovation comme technologique. Et au passage, il y a une dérive similaire avec les startups, où on pense que les startups, c'est innovant, et que c'est de la techno, et que finalement, il n'y a plus que de la techno et du numérique dans les startups, ce qui est archi faux. C'est un écosystème qui émerge, qui est lié effectivement beaucoup au numérique, mais les startups, c'est un phénomène d'émergence de cette nouvelle économie. Mais pour autant, l'innovation, ce n'est pas bien évidemment que ça, loin s'en faut. L'innovation, c'est beaucoup plus profond. Et c'est vrai qu'on a, à force de parler d'innovation, je dirais, les gens ne savent même plus de quoi on parle. D'ailleurs, demandez à la politique c'est quelle innovation, voire même à un journaliste, et il vous dira beaucoup de bêtises. Donc, l'objectif d'innovation, c'est qu'on n'innove pas pour le plaisir d'innover, on innove pour faire de la compétitivité et pour développer son business. L'innovation, c'est ça le cœur du sujet. Il n'y en a pas d'autre. On cherche à améliorer les produits, on cherche à améliorer sa compétitivité, et tout ça, c'est pour faire du développement. Donc c'était un peu ça aussi l'objectif, j'irais déjà de repositionner un peu en termes de sens, le sens des mots, notamment quand on parle d'innovation. Et puis le deuxième élément, c'était de reparler du numérique, finalement, de cette révolution dans laquelle on est. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'amalgames, et on a beaucoup de difficultés à lire ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans l'impact du numérique et de la filière de la communication. C'est un vrai sujet d'ailleurs, parce que, comme le dit Dominique, c'est le cordonnier qui est le plus bien placé. Et enfin, moi je pense qu'on a des possibilités de mieux comprendre. Et l'objectif de cette journée, à travers quelques thématiques qu'on a choisies et construites, c'est que finalement on sorte un peu plus, j'irais, rassuré, un peu plus avec une nouvelle grille de lecture qui permet d'appréhender le futur. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu les objectifs Frédéric, de la journée. Alors, ta lecture de l'innovation, donc puisque quand je t'ai sollicité pour dire c'est pas que de la technologie, j'ai dit oui, je viens. Oui, en fait, moi je vais donner des bonnes nouvelles, quoi, parce que ce débat-là, quand on l'avait il y a 4 ou 5 ans, on avait un mur de défense, même des spécialistes du crédit d'impôt recherche, etc., qui expliquaient que, surtout, voilà, et des grandes entreprises qui avaient très peur. Et il y a eu une révolution il y a 2 mois, que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais qui a complètement bouleversé les mentalités de tout le monde. C'est que la Banque publique d'investissement a changé sa doctrine d'évaluation de l'innovation. Avant, l'innovation, c'était de la technologie, un point c'est tout. Et aujourd'hui, la BPI a dit, ben non, l'innovation, ce sont 6 critères au même niveau. Le premier, c'est la technologie, dont le numérique. Hein, donc voilà. Le second, ce sont les process. Si vous innovez dans les process, vous innovez tout autant et vous méritez tout autant d'être aidé et financé par la BPI. Le troisième, ce sont les usages. Et dans les usages, il y a tout ce qui est user experience. Enfin, si on essaye de se raccrocher à la thématique de la communication, l'interface consommateur, qu'elle soit numérique ou physique, mais aussi le look and feel, la beauté des produits. Et Dieu sait qu'on se dit souvent qu'on a en France des ingénieurs qui inventent des trucs incroyables mais qui ne sont pas toujours très beaux, et des gens qui inventent des trucs très beaux mais qui ne servent à rien. Bon, et ben, si on arrivait à mettre là encore, ça peut être les missions d'une association comme l'Observatoire comme média, parce que faire se rencontrer les ingénieurs et les designers, c'est très important. Le quatrième secteur,
ce sont les business models. Les business models qui sont complètement innovants aujourd'hui et qui repensent des choses qui étaient acquis pour tout le monde, on enseignait dans les écoles, et puis en fait ça marche plus. Alors évidemment c'est beaucoup lié à l'économie du partage, mais pas seulement. Le cinquième, c'est l'innovation sociale. Et dans l'innovation sociale, il y a bien sûr tout ce qui est communication interne. Et bon, pour que la banque publique d'investissement dise que l'innovation sociale c'est tout aussi important que l'innovation technologique ou les business models, c'est quand même un changement culturel majeur. Et le dernier, je l'ai gardé pour la fin, c'est l'innovation marketing. Et dans l'innovation marketing, il y a la communication. Là encore, il y a tout un pan du design, il y a la manière dont on commercialise, etc. Et ils ont publié un petit bouquin, je vous invite à le regarder, mais je sais que tout à l'heure, j'ai vu que dans le programme, il y a Laure Reinhardt qui viendra parler, et elle en parlera forcément très bien. Ils ont publié ce petit bouquin, et finalement, ça bouleverse tout, parce que ça veut dire que nous autres, à la commission innovation du MEDEF, mais vous, à la commission innovation du comité Richelieu, vous disiez depuis très longtemps... Au MEDEF, on n'est pas tous, on le dit pas tous, mais au comité Richelieu, vous le dites tous. Au MEDEF, il y a encore des combats internes. Vous disiez, donc nous disions depuis quelque temps que c'était comme ça qu'il fallait penser l'innovation, mais c'était comme un combat, comme une mouche qui veut traverser une fenêtre. Et ça y est, quelqu'un a ouvert la fenêtre. Donc à Bercy, au ministère de la Recherche, dans tous les organismes qui doivent financer l'innovation, on est en train de repenser complètement le schéma de pensée. Alors, tout à l'heure, tu parlais du C2I et du CIR. On va se poser, mine de rien, les fondements de la différence entre le C2I et le CIR sont en train de disparaître. Du coup, là, on travaille dans le cadre de la Commission nationale des services, où je m'occupe de la commission innovation, d'essayer de parler avec les gens de Bercy pour voir comment on peut... élargir les assiettes et surtout harmoniser les taux. Parce que qu'est-ce qu'on met dans le C2I, qu'est-ce qu'on met dans le CIR, alors que les frontières sont-elles extrêmement poreuses entre l'innovation et le fruit de la recherche. Et là aussi, pour donner une réponse à c'est quoi l'innovation, j'aime bien cette phrase, c'est la recherche s'est transformée de l'argent en idées, l'innovation s'est transformée des idées en argent. Bon, il y en a un qui coûte, l'autre qui rapporte, voilà. Et quand je disais tout à l'heure en présentant que il y a beaucoup d'innovations qui existent sur les étagères, il suffit de tourner la tête. Ça c'est de la recherche gratuite. Hein, et on me racontait, je ne sais pas si c'est vrai, mais que Steve Jobs se baladait dans un salon quelque part aux États-Unis, qu'il a vu un étudiant qui montrait un tableau comme ça, où on mettait la main d'un côté, la main de l'autre côté, et puis on pouvait rapetissir l'image ou l'agrandir. Et il a dit à son collaborateur, tiens, achète cette boîte, j'ai une idée. Et il a fait un petit truc qui permet sur les iPhones d'agrandir et de rétrécir l'image avec 2 doigts. Bon, le type qui avait inventé le process, c'était pour des écrans de genre écran comme celui-là, où lui il pensait que ça servirait dans les écoles et sur les présentations, et qu'on écarterait les bras. Et Steve Jobs, lui, il a vu le téléphone et qu'on jouerait avec les doigts. N'empêche que c'est exactement la même technologie. Il a dépensé 0 € de R&D pour trouver cette technique. Oui, mais on est dans les usages. Voilà, là, alors évidemment, on est dans les usages, dans le design et dans la combinaison de tout ça. Donc ça, c'est ma première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les mentalités sont quand même en train de changer. Et pas que grâce à la BPI. Je pense que si la BPI s'est permis de publier ce truc qui est quand même assez révolutionnaire, c'est parce que les mentalités changent. Ce que vous faites à l'IHEST, voilà, où je viendrai d'ailleurs, ça, je trouve ça passionnant, c'est vous créer un marché des idées. Et ce marché des idées, il est en train de naître un peu partout. Et pas seulement au niveau national, parce que dans la réforme territoriale, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement les grandes régions, les 13 grandes régions, vont avoir comme mission d'organiser au niveau local le marché des idées. Et ce marché de la communication, qui est aujourd'hui un truc, par exemple, je pars de celui-là parce qu'évidemment on est là aujourd'hui, qui est aujourd'hui un truc avec les Parisiens et les autres, ce marché, je pense, va commencer à se répartir de la même manière que le marché du financement des startups. Il n'y a aucune raison qu'il soit à Paris quand vous avez une startup de Marseille, etc. etc.
Et je finirai, parce que je ne veux pas me monopoliser, par tout ce qui est en train de se passer autour de l'open innovation. Les exemples cités d'entreprises qui créent des académies, des rencontres, etc., c'est vachement bien. Moi, je peux en citer. Moi, je trouve que l'Open Innovation Book de La Poste, c'est un truc absolument génial. Je pense que Accor, par exemple, qui a nommé un cadre dirigeant qui rapporte directement à Sébastien Bazin, il s'appelle Yves Lacheret. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous avez quelque chose à vendre, c'est une bonne clé d'entrée. Et Yves Lacheret, son boulot à plein temps, c'est de se balader dans le monde, dans les forums, dans les salons, de rencontrer des PME, etc. Et de dire ça peut nous intéresser, et de bypasser les services achats et de dire ça m'intéresse, je prends, j'expérimente. Et si jamais ça marche, je le présente à tous les hôtels du monde. Que ce soit pour les laver des draps, un service de réservation sur Internet, changer les fleurs dans les chambres, n'importe quoi. Et il fait ça depuis 1 an et le truc marche à fond. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et là encore, on voit que ce sont des mentalités qui sont en train d'évoluer et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Merci Frédéric. Oui. Alors, moi je voudrais rebondir sur ce que dit les bonnes nouvelles. C'est Frédéric. Alors, je sais pas, mais souvent, alors, on vient un peu de parler un peu d'innovation et de voir que finalement, effectivement, ce n'est pas que de la technologie. J'irai loin, s'en faut, même si la technologie n'est pas loin derrière, mais elle est derrière quelque part souvent. On parle beaucoup de transition digitale. Alors, moi, je voudrais parler de la transition digitale parce que franchement, c'est un peu comme l'innovation, c'est la tarte à la crème. Et on fait comme ça des questions, on dit c'est quoi ta transition digitale, comment tu t'adaptes par rapport à la transition digitale et ton métier à la transition digitale, etc. Moi, la filière est confrontée à la transition digitale, bien évidemment, la filière communication, mais rassurez-vous, toutes les filières, le monde entier, économique, etc., est confronté. Alors, c'est quoi la transition digitale? Alors, c'est marrant parce que moi, je voudrais juste donner un indice dans le sens de la problématique en tant que telle. Le problème du numérique et de la transition digitale, c'est qu'elle affecte d'abord l'écosystème avant d'affecter l'entreprise. C'est le point de fond qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'elle n'affecte pas l'entreprise en tant que telle au début, elle affecte l'écosystème global. Et c'est un peu comme une cellule cancéreuse qui attaque finalement un organisme. C'est qu'à un moment donné, ça va se voir, mais ça, pendant un moment, ça ne se voit pas. Et la transition digitale, c'est exactement dans une filière comme la communication, mais encore une fois, ça s'adapte à toutes les filières, il y a des choses qui changent. Des choses de désintermédiation, des modèles économiques, des captures de valeur qui changent. Sauf que ce n'est pas une entreprise qui change, c'est dans le système. Et c'est l'écosystème qui en change. À un moment donné, se retrouve sous contrainte. Et quand on parle des contraintes du monde de la communication et des médias, c'est simplement un écosystème, une filière, parlons plutôt de filière, qui est en train d'être mise sous contrainte du numérique. C'est ça la transition digitale. Elle est d'abord globale avant d'être ramenée au problème d'une agence de communication, d'un imprimeur, etc. C'est un écosystème qui évolue. Et ça, c'est le point de départ pour ensuite commencer à réfléchir en termes de schéma stratégique. C'est comment, moi, entreprise, dans mon métier, il va falloir que je m'adapte par rapport à cette évolution de l'écosystème. Alors, je crois que là, on est au cœur d'un sujet donc, qui est extrêmement complexe. Parce qu'en effet, le monde de la communication, je le dis, je n'ai pas eu tout à fait été satisfait, je n'ai pas eu la réponse de Pierre Gattaz ce matin à ma question sur le sujet. Je suis désolé, mais j'ai envie de la reposer. Est-ce que tu as senti que j'ai eu une réponse de Pierre Gattaz? Le monde de la communication aujourd'hui, il est confronté à un écosystème qui est un système, bien sûr, la transition numérique, bien sûr, la rupture du digital, bien sûr, toutes les pressions que nous connaissons, mais plus que ça. Mais plus que ça, je suis navré, il faut qu'on le regarde avec, je disais tout à l'heure, le triptyque, c'est la data, c'est l'information, ce sont les vecteurs. Quand on regarde les GAFA, moi j'ai rien contre eux, je considère que c'est formidable, tout le monde les utilise. Mais aujourd'hui, eux-mêmes sont véritablement dans la data, commencent à flirter avec l'innovation, ils sont en train de complètement donc, rentrer dans le monde qui est celui de la communication. Donc là, il se pose une vraie question de fond. Je n'ai pas eu ma réponse, parce que je pense que les entrepreneurs que vous êtes ici présents dans le monde de la communication, vous le vivez, vous le regardez, peut-être avec parfois une grande lucidité, beaucoup d'inquiétude, parfois beaucoup d'angoisse, mais en attendant, ça détruit la valeur. Lorsqu'on voit les études qui ont été faites récemment par Deloitte
sur, et je ne sais pas si Jean-Claude est là dans la salle, à part de loi, mais aujourd'hui des études qui ont été faites sur la création, la soi-disant création de valeur et d'emploi de Facebook en France, moi j'ai pas vu les 6 ou 7 milliards qu'on annonçait. Donc j'ai quand même un problème. Alors qu'a priori ils auraient annoncé plusieurs milliards d'euros et plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ce que je constate dans le monde de la communication, que nous étudions maintenant depuis plus de 11 ans dans le recul dont nous disposons sur 100% des entreprises de la communication, nous sommes dans une décroissance inexorable, baisse d'activité, baisse de chiffre d'affaires dans tous les métiers qui la composent, baisse de rentabilité dans tous les métiers qui la composent, incapacité à investir pour bon nombre d'entre eux. Et puis, ce qui a été dit aussi, la régionalisation, c'est quand même des entreprises de proximité, parce qu'en effet, 62% des entreprises sont hors de Paris et de France, et on fait parfois beaucoup de parisianisme. Donc, cette situation est là. Pardon, je t'en prie, Frédéric. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse de déclinologue. Voilà. Je pense que le marché de la communication est en train de vivre une révolution qu'ont vécu plein d'autres marchés avant, c'est-à-dire l'exigence de l'accroissement de la productivité. Et que la technologie rend possible cet accroissement de productivité et que ce qu'on appelait dans le temps les annonceurs, qui est un mot complètement ringard, donc en gros les entreprises qui ont des problématiques de marketing et de communication et qui cherchent à améliorer leur vente, améliorer leur réputation, améliorer l'image qu'ils ont auprès d'un certain nombre de publics, l'interne, les analystes financiers, les journalistes, etc. Ils veulent mieux pour moins cher et la technologie le rend possible. Ça ne veut pas dire que le marché est en déclin, je pense qu'au contraire, il est en croissance. Et les chiffres de Facebook, évidemment, quand ils disent 4 milliards, 7 milliards, personne ne peut mesurer, mais il y a une révolution schumpeterienne de la communication qui est en train d'arriver absolument. Il y a des tas d'entreprises qui sont en train de naître pour inventer des nouveaux modèles avec beaucoup d'emplois. C'est une croissance riche en emplois, parce que par exemple, tout ce qui est, un truc que je connais bien, la gestion de la e-réputation, le social media marketing, ça peut pas se faire autrement qu'avec des personnes très bien formées, qui parlent plein de langues, qui sont très intelligentes, qui ont une grande culture générale, derrière des ordinateurs. Et ça ne peut pas se faire par des machines. Moi, par exemple, je crois que tout ce qui est le real-time marketing, le retargeting, etc., ça marche évidemment très bien en ce moment, mais on va se protéger contre ça. Et donc, très vite, ça marchera moins bien. Et on va passer à des personnes qui vont faire du vrai one-to-one ou du one-to-few. Et ça, c'est très riche en emploi, c'est très riche en valeur ajoutée, etc. Et pour finir, là où on mesure une baisse, effectivement, c'est le chiffre d'affaires des médias, parce que là, c'est le chiffre d'affaires traditionnel publicitaire des médias qui baisse de façon inexorable. Et ça, c'est sûr, et ça, on ne pourra rien faire. En revanche, il y a des opportunités d'innovation absolument incroyables pour les entrepreneurs de la com, pour réinventer une relation financière tripartite entre les médias, les agences et les clients entreprises, qui apporte un plus grand service aux entreprises, qui soit plus efficace, peut-être plus mesurable, et les sources d'innovation sont immenses. Donc là, si j'étais entrepreneur dans le village aujourd'hui, je me dirais comment je peux faire en sorte d'inventer une nouvelle manière de créer une relation financière entre les médias qui ont besoin d'argent pour vivre, les clients et tous les producteurs de contenu que sont les agences, les experts, les inventeurs, les artistes, etc. Et j'aime bien quand on me présente, Fabrice présente le village en disant on est au cœur de tout. Il est en train de se passer en France ce qui s'est passé à San Francisco, c'est-à-dire que toutes les boîtes qui étaient dans les grandes banlieues sont en train de se regrouper dans le centre culturel et économique, parce que pour accélérer les interactions de création de contenu. Nous, Hopscotch, on a décidé de rassembler tout le monde, place de la Bourse. Ça va nous coûter plus cher et tout, mais on pense qu'on va être vachement meilleur. Et c'est en juin. Et pourquoi? Parce que notre boulot, ça va être de produire du contenu innovant, et sinon on va mourir. Voilà. Je partage complètement cette vision. Pour autant, il faut donner les moyens à ces entreprises, à ces TPE, à ces sociétés innovantes de pouvoir faire de la conquête auprès des grands clients que tu rappelais. Il faut que les grands clients fassent confiance à ces entreprises. Il y a aussi, et là je vais passer la parole après de vous laisser la parole à Pierre, il y a aussi des freins qui sont importants,
que nous vivons dans la filière, et là, dans le monde de la communication, c'est le cas, lorsque une entreprise, une start-up ou une TPE doit effectivement entrer en relation avec un grand groupe, il y a l'éternel problème de fond qui est la dépendance économique qui nous est agitée, et on ne sait pas la régler, ou tout au moins on ne sait pas la légiférer, ou on ne sait pas la réguler, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est un vrai sujet. Il faut se donner les moyens à des entreprises formidables. Moi, je l'ai vu lorsqu'on a fait pitcher une start-up l'année dernière, elle a pris immédiatement une très grosse commande, c'est sa première commande. Elle est donc en dépendance économique de fait. Donc, le directeur marketing qui était présent comme ici, hein, donc qui a signé le contrat, il s'est fait retoquer tout de suite par la direction financière en disant « halte au feu, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, alors maintenant je pense qu'il y a maturité. des directions de l'open innovation dans toutes les je boîtes pense et pas que dans la com. Là, moi je me tourne vers Pierre. Gérer. Oui, aujourd'hui ils savent gérer. Systématiquement par rapport aux grands donneurs d'ordre, ce n'est pas exact. Regardez, ici vous avez des gens innovants que je connais bien, qui tous les jours se font rejeter leur dossier parce qu'ils sont en taux de dépendance. Je suis navré. Moi, je ne veux pas être pessimiste. Vous savez, l'Observatoire a toujours été extrêmement optimiste. On a donné envie, confiance, mais on doit être lucide. Et à un moment donné, on doit aussi se tourner vers les pouvoirs publics, parce que je crois que aussi ils ont un rôle à jouer. Il faut qu'ils nous entendent. Je suis navré, c'est compliqué. Et là, il y a au moins une dizaine de chefs d'entreprise que je connais bien, au-delà de beaucoup de monde que je connais ici, qui aujourd'hui ne peuvent pas franchir des caps et des plafonds de verre. Ils ne peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. Et pourtant, ils sont extrêmement innovants. Pierre. Merci Dominique, Frédéric, Jean-Pierre. Il y a tellement de sujets. Combien de temps on a pour 3 minutes. Bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, je vais essayer de focaliser sur un ou deux points parce que je ne pourrais certainement pas tout couvrir. Il y a une évidence en tout cas, c'est que si on continue à faire la même chose sur le même territoire, on est tous morts. Hein, dans un monde qui bouge, croire qu'on peut continuer à produire de la même manière sur le même territoire, c'est pas la peine, on va tous dans le mur. La bonne nouvelle, c'est que ça bouge. Mais il faut qu'on bouge sur les deux axes. Le premier axe, c'est ouvrir le territoire. Et ça, c'est l'internationalisation. C'est aller plus loin, parce que les marchés sont de plus en plus ouverts et il faut aller plus loin. Pour une petite structure, il y a deux manières d'aller plus loin. C'est un, y aller directement, et c'est quand même compliqué, et deux, y aller en passant par quelqu'un d'un peu plus grand. Donc avoir un client qui, lui, a la possibilité d'aller à l'international et qui, lui, va pouvoir utiliser ce que vous lui amenez pour agrandir son territoire. Ça suppose un lien de confiance entre le petit et le grand. La deuxième chose, c'est effectivement ne pas continuer à vendre exactement la même chose année après année avec un monde qui bouge, donc on est dans l'innovation. Et évidemment, là aussi, si on n'a pas cet axe-là, à un moment donné, ça va coincer. Nous, notre boulot à la médiation, c'est de travailler sur ces deux axes. Le lien entre les grands, les moyens, les petits, et tout ce qui peut freiner l'innovation. Le premier axe, c'est l'axe un peu traditionnel de la médiation, c'est faire en sorte de enfin changer un petit peu la manière de se voir les uns les autres, de travailler ensemble, d'arrêter de considérer que son fournisseur est un banquier et que donc on le paiera quand on aura le temps parce que ça améliore les ratios, d'arrêter de considérer que parce qu'on est un peu plus gros, on a le droit de vie et de mort sur une petite entreprise, d'arrêter de considérer que quelque chose qui vient d'une petite entreprise peut être récupéré et utilisé sans qu'on verse de quoi que ce soit sur la propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas général. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui sont dans des grands groupes et qui n'agissent pas du tout comme ça. Malheureusement, ça reste le quotidien de beaucoup d'entreprises. Parfois de manière volontaire, souvent de manière involontaire. Malheureusement, pour la petite structure, c'est la même chose. Ne pas être payé, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est quand on va voir son banquier et qu'on lui dit il n'y a plus de sous, il vous dit dommage, vous allez devoir déposer le bilan. Donc il faut prendre conscience de ça, c'est le combat qu'on mène, et il faut amener des outils pour faire évoluer tout ça. Sur cet axe-là, sur cet axe confiance, vous connaissez les outils qu'on propose, la médiation interentreprise, qu'il faut saisir. Je discutais encore à l'étage, je ne sais pas si elle est là, une dame qui est chef d'entreprise, qui me dit « je ne suis pas payé depuis des mois, je n'ose pas vous saisir, parce que vous comprenez, j'ai peur de fâcher mon client. Mais ceci étant, je vais bientôt déposer le bilan, parce que de toute façon, j'ai plus de sous. » Je dis peut-être qu'avant de déposer le bilan, venez nous voir. Mais c'est incroyable, et là c'est même inadmissible, pour un chef d'entreprise, et là vous êtes responsable,
de laisser se dégrader une situation sans saisir la médiation. On ne peut pas, c'est une responsabilité de chef d'entreprise, que de saisir la médiation quand il est temps, et je vous promets, ça se passera bien. Vous ne serez pas fâché avec votre client. Notre premier objectif, c'est de restaurer un lien de confiance. Ce n'est pas juste de faire payer la facture, ce n'est pas juste d'améliorer le contrat, ce n'est pas juste de vous aider à retrouver du business quand il y a une rupture brutale, c'est de restaurer la confiance. Donc n'hésitez pas à nous saisir. Deuxième outil, vous le connaissez, c'est la charte en faveur de relations fournisseurs responsables, qui là décrit les 10 bonnes pratiques à avoir quand on travaille entre clients et fournisseurs. Cet outil qui a connu un succès qui moi-même m'a surpris, parce que 22 signataires il y a 4 ans, près de 700 aujourd'hui, et ça continue tous les jours. On a des nouvelles entreprises qui disent on se reconnaît dans ces valeurs, on se reconnaît dans cette charte, on veut la signer. Donc tout ça, c'est des outils qui sont à votre disposition pour faire bouger ces comportements, pour recréer cette confiance sur cet axe. Clients-fournisseurs, travaillons déjà bien ensemble, normalement j'allais dire, mais malheureusement le constat est qu'on ne travaille pas de manière normale. Et puis il y a le deuxième axe qui est l'innovation. L'innovation, c'est intéressant parce que c'est une demande qui est venue des entreprises. Tu le sais, Jean-Pierre, et on a eu, il y a un peu plus d'un an, un petit déjeuner avec une centaine d'entreprises. Alors, il y avait des entreprises de croissance, il y avait des entreprises du CJD, il y avait des entreprises du comité Richelieu, il y avait Parrainer la croissance, il y avait Réseau Entreprendre. Et ils nous ont dit, médiation, s'il vous plaît, intéressez-vous à cet axe innovation. C'est bien ce qu'on fait sur l'inter-entreprise, c'est super, mais l'innovation, effectivement, ça confirme ce qu'on se dit tous, c'est un axe sur lequel vous devez vous positionner. Puis tout ça est remonté, c'est même remonté assez haut, puisque les ministres, à l'époque Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin, sont venus me voir en me disant « Pierre, il faudrait que tu t'intéresses à l'innovation ». Je dis « Ah ouais, bonne idée, super ». Donc je leur ai fait un petit rapport, et c'est marrant parce que la première page du rapport, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Parce que je leur ai dit, une innovation, c'est quoi? C'est une idée qui, quand tout va bien, se transforme en un produit, en un service commercialisé à grande échelle. Ça les a un peu choqués, surtout que j'ai fait un petit dessin pour montrer ça. Donc les rapports au ministre, en général, il n'y a pas de dessin, et puis c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais là, j'étais parti très simple en disant, voilà ma vision de l'innovation. Et le problème, c'est que cette idée se transforme en produit, en service quand tout va bien, mais qu'en général, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, pourquoi? Parce que ce porteur de l'idée, ce chef d'entreprise, cette patronne de start-up, ce patron de PME, ce chef d'entreprise de TI, va être confronté à des gens qui vivent dans des mondes différents, qui parlent une langue différente, et tu l'as dit, qui vivent à un rythme différent. Des investisseurs, des gens qui font de la propriété intellectuelle, etc. L'administration, on a parlé beaucoup de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, les grands groupes, les laboratoires publics, voilà, tout cet écosystème, c'est des gens, et moi je passe mon temps à voir des chefs d'entreprise c'est la mouche sur la vitre là, que tu décrivais tout à l'heure, pour essayer de communiquer et d'accélérer le processus avec tous ces gens-là. Et donc ce qu'on est en train de faire avec Philippe à la manœuvre, c'est de mettre les mêmes outils à disposition de tout cet écosystème de l'innovation. D'abord de la médiation. Chaque fois qu'il y a un problème entre une entreprise innovante et un acteur de ce système, on fait de la médiation. On a beaucoup parlé du crédit impôt recherche. On fait aujourd'hui des dizaines de cas de médiation entre des entreprises et l'administration sur le crédit impôt recherche, pour tout un tas de sujets. Pierre, oui. Pierre, oui. La salle veut réagir. La salle veut réagir, Bien. donc je suis obligé de te couper. Alors, il y a un mot. Vas-y, Eric. Un mot que je voudrais quand même. Tu vois, tu m'as même pas laissé 3 minutes. Mais non, si, tu à 6. Non. Ce que dit Pierre est important parce que Philippe Bernat, vous voyez, il est présent au groupe de travail innovation. C'est quelqu'un de très opérationnel. On a un groupe de travail innovation à l'Observatoire Comédia. On réfléchit. On prépare ces événements-là, tels qu'aujourd'hui, ensemble, avec vous, un certain nombre d'entre vous, et grâce à vous. Eh bien, Philippe, il est là, et il a les mains dans le cambouis. Là, moi, je suis frappé, et je tiens à vous le dire. C'est remarquable de pouvoir avoir à nos côtés quelqu'un qui nous écoute, qui nous apporte de la réflexion, qui nous aide également à prendre du recul, qui nous met en garde. En garde, il dit, attention, là, c'est pas terrible. Hein, et qui aussi est lucide sur les situations économiques. Bon, je crois que ça montre bien que vous êtes descendu, je dirais, un peu dans la soute. Je ne voudrais pas dire qu'on est l'observatoire la soute, mais on est quand même très opérationnel, donc nous, chefs d'entreprise, et c'est important qu'on vous ait à nos côtés aussi pour nous éclairer. Vous vouliez réagir? Oui, je voudrais revenir sur data,
data, information et vecteur. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat là. Pour faire un nouveau business model, il faut des clients, mais il y a également une compétition. Il se trouve que les Américains ont à peu près, alors je vais dire entre 10 et 30 ans d'avance, je pense 30 ans d'avance culturellement, sans doute N années sur le plan de la puissance économique de ces entreprises du numérique. Et on doit avoir un devoir de vigilance vis-à-vis de la data. La data, tout le monde sait que demain, ce sera, enfin c'est pas demain, c'est aujourd'hui pour vous, hein, pour tous ce business de la com, c'est le pétrole du business model de demain. Or, aujourd'hui, si par commodité, on laisse à ses concurrents américains finalement la propriété de la data, c'est-à-dire l'accès, eux savent très bien en tirer de la valeur, on risque d'avoir des lendemains qui déchantent. Donc je suis parfaitement en phase avec ce que tu as dit, Frédéric, sur le fait qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Moi, je mets juste un gros warning sur le fait qu'il faut qu'on se retourne un peu sur nous-mêmes et qu'on se fasse confiance, que les grandes entreprises fassent confiance à des PME innovantes. Je démarre mon pitch. Pour que, par exemple, la sécurité de la data ou l'accès à la data soit protégé par des solutions et des technologies françaises et non pas par Google. Alors, moi, je vais te laisser la parole pour répondre. Je voudrais revenir il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, nous réunissions au Comité national olympique pour faire une journée innovation. Une après-midi innovation dans un autre format. Certains y participaient. Il y avait Criteo à la tribune, et il y avait Webedia, il y avait La Poste et il y avait Solocal. Bien. Quand j'ai vu les patrons de Criteo et les patrons de l'innovation de Criteo, success story, tout le monde peut dire c'est magnifique, c'est génial. Il était très lucide, il m'a dit, tu sais Dominique, moi je te connais bien, il m'a dit, venez me voir, il m'a dit, tu sais Dominique, si Google coupe la prise, je n'existe plus demain matin. Je ne peux que partager votre vision et je laisse la parole à Frédéric. On est d'accord avec tout ce que vous avez dit tous les deux. Je vais encore essayer d'être l'optimiste de la bande. C'est le côté des entrepreneurs, ça voit toujours le verre à moitié plein. Moi, je vois le verre à 8/10 plein en général. Là, on parle du marché de la communication facile à capter et des données comportementales sur les consommateurs, etc., qui étaient des données finalement là aussi assez faciles à capter. Donc Google s'en est occupé et ça a bouleversé au profit des Américains le marché de l'information, le marché de l'entertainment, une partie du commerce, et encore c'est pas dit que ce soit bouleversé, parce qu'Amazon ça fait beaucoup de chiffre d'affaires mais ça gagne pas d'argent, donc peut-être qu'à un moment ça va changer. Mais il y a aussi des succès dans ces métiers-là en France, hein, showroom privé, je sais pas, ou d'autres. Ça a bouleversé la commercialisation du tourisme dans un premier temps, c'est en train de rechanger. La captation de marge par les opérateurs internet, elle existe pour les petits opérateurs du tourisme, et pour les gros, ils sont en train de reprendre la main en produisant des contenus, etc. Bon, donc on va dire tout ce qui était assez facile à choper comme marge grâce aux data a été piqué par les Américains en majorité, mais pas que. Mais c'était 5% des besoins des gens. Parce que là, on parle de l'entertainment, de la communication, de l'information. On ne parle pas du logement. On travaille avec Pierre sur un immense chantier qui est, par exemple, comment fluidifier le marché du logement. Tout le monde vous répond, il faut construire plus de logements, il n'y en a pas assez, etc. Ce matin, la Cour des comptes a dit, bah non, il faudrait déjà sortir les gens des HLM et pour les mettre dans d'autres logements qui sont vides. Comment ça va se faire? Avec des data et avec du marketing. Donc il faudra certainement de la réglementation, mais il faudra des data et du marketing. Donc plein de business pour les agences de com, plein de business pour les boîtes de marketing, plein de business pour les sociétés privées. Ça, c'est le logement. Mais ce qui est en train de se passer dans la santé et l'assurance, qui sont en train de se rejoindre, est absolument incroyable. Fait en sorte que l'industrie pharmaceutique est en train de vivre un grand bouleversement. Le siège de Sanofi, c'est en face aussi. Il n'y a pas que... Et quand vous voyez le siège de Sanofi, c'est organisé comme une start-up à l'intérieur de Sanofi. Tout le monde en open space, les vice-présidents avec les secrétaires, etc. Et ils sont en train de changer complètement leur boulot. Hein. Donc le rapprochement entre l'assurance et la santé va être un truc de dingue. Au CES de Las Vegas, le plus grand espace, c'était pas les téléphones mobiles et les jeux vidéo, c'était la santé.
et les objets connectés liés à la santé, le tout sponsorisé par les assureurs, etc. Il y a deux autres domaines, juste en exemple, pour vous montrer le champ des possibles, et qui à chaque fois est une combinaison de marketing, d'usage, d'innovation technologique, etc., avec une couche de data. C'est tout ce qui est mobilité, urbanisme, la manière de repenser la ville pour qu'elle soit plus agréable. Moi, je suis toujours effondré qu'on ne puisse pas envoyer son enfant tout seul à l'école le matin. Il faut l'accompagner parce qu'il risque de se faire renverser par une affreuse voiture, un motard, un machin, etc. Vous vous rendez compte, tous les business qu'il y a à monter pour que les voitures ne renversent pas les enfants, pour qu'ils ne se perdent pas en allant à l'école, pour qu'on soit sûr qu'ils y sont arrivés, qu'ils ne se sont pas fait enlever. Et pareil là je vous parle des enfants parce que c'est sympa, mais tout le monde parle de la silver economy, etc. Et tout ça, les gens qui sont en train de travailler en ce moment sur repenser la manière dont les data vont permettre de vivre différemment dans une ville, et tous les métiers qui vont naître de ça, c'est incroyable. Et ça, les Américains ne pourront pas nous expliquer comment on vit à Orléans. Et alors, je prends Orléans à dessein parce que il y a à Orléans une société d'innovation qui s'appelle Actan, qui est un laboratoire de recherche sur l'innovation, sur le design de services, qui a été créé par des chercheurs de l'université d'Orléans et qui viennent de créer une boîte, donc ça s'appelait Necoe, ils viennent de créer une boîte privée qui s'appelle Actan pour conseiller les grands groupes. Et leur plus grand client, c'est Safran. Bon, je ne crois pas de dévoiler de secret en disant ça. Safran, ils se disent les data. On en a plein. On sait tous les avions, où est-ce qu'ils vont, combien ils consomment, qui va où, quelle pièce tombe en panne, etc. On ne sait pas ce qu'on va en faire, mais ces data-là, on les a, et on va mettre 300 personnes dans un centre de recherche qui s'appelle Safran Analytics pour essayer d'inventer des nouveaux usages avec ça. Et évidemment, pas tout seul, avec plein de PME, plein de startups qu'on va financer, etc. De manière à ce qu'on invente des trucs nouveaux et que ce soit nous. Et Safran, leader mondial des moteurs d'avion, ça peut très bien être une source de données façon Google. Et le dernier, donc l'urbanisme, la ville, la manière de vivre ensemble. Et le dernier point, c'est l'éducation. L'éducation, les MOOC, les leaders des MOOC aujourd'hui, ils sont suisses, ils ne sont pas américains, même s'il y en a aux États-Unis. Tout ce qui va se passer pour promouvoir la francophonie en Afrique, grâce aux technologies, à la mise à disposition des données, etc., c'est un champ des possibles immense pour les entreprises et pour les entreprises françaises. Et Google, ils ne pourront pas maîtriser tout ça. Alors oui, ils ont du pouvoir. Aujourd'hui, ils ont du pouvoir et ils contrôlent des trucs. Mais il faut être optimiste. Mais j'en suis convaincu. Jean-Pierre, tu voulais réagir? Oui, moi je voudrais réagir parce que d'abord, je partage complètement l'avis de Frédéric. Et encore une fois, pour revenir à l'écosystème de l'Observatoire Comédia, je crois qu'il faut effectivement prendre conscience qu'il y a une marketing, une communication à réinventer et qu'il faut s'approprier ce mouvement avec des investissements qui vont être des nouveaux métiers et des nouvelles expertises. Alors, le monde de la data, je suis d'accord. Moi, je vous donne un exemple pour comprendre la différence de ce qui se passe. Aujourd'hui, dans le sport, pour les amateurs de foot ou de rugby en général, aujourd'hui, on regarde la performance d'un joueur ou d'une équipe sur des stats, sur des datas. On sait combien le mec il a fait de plaquage, combien il a parcouru de mètres. Dans le football américain, c'est pareil. Dans le basketball, c'est pareil. Donc, dans le monde de la professionnalisation du sport, elle s'est construite sur la data. Elle s'est construite sur des performances qui étaient objectives. Voilà. C'est juste pour vous dire que dans le monde du marketing aujourd'hui, on a la même problématique et qu'il va falloir réinventer l'usage de data. Je voudrais justement en profiter pour dire tout de suite, le big data, c'est pas de la techno, ou ce n'est pas que de la techno. Et je vais donner la parole à Christophe qui était en conférence la semaine dernière, on peut le dire, à HEC Montréal, comme quoi on exporte nous aussi quelque part nos visions. Et Christophe s'exprimait sur le sujet de la big data. Et je voudrais que tu puisses, Christophe, rebondir un petit peu en quelques instants sur cette conférence. Quelques instants, effectivement, pour conforter ce qui a été dit. Je vais vous parler de Fluffy the Cat. C'est un exemple que j'ai pris effectivement la semaine dernière. Fluffy the Cat, c'est une invention du système des bureaux de poste au Royaume-Uni.
et qui s'est mis à collecter des données sur ses clients en disant on a 700 000 clients qui passent dans nos bureaux de poste tous les jours, commençons à collecter des données, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais un jour on aura une idée. Et puis ils ont tenté une campagne marketing en demandant à leurs clients s'ils avaient un chien, s'ils avaient un chat, leur date d'anniversaire, etc. Et le jour de votre anniversaire, si vous êtes client des post office en UK, vous recevez un mail que votre chat vous a envoyé et qui vous dit « Hi, I'm Fluffy the cat, happy birthday !» Et pour ton anniversaire, patron, je t'offre 10 livres sur ta prochaine police d'assurance. Et ils se sont rendus compte que des taux de clics qui étaient de 10% à peu près sur ces campagnes sont passés à 70%. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que quand mon chat m'écrit un mail, j'ai 7 fois plus de chances de cliquer sur le lien que si c'est mon bureau de poste. Donc ça, la technologie, effectivement, elle est très très loin. C'est le sujet de la table ronde. Il y a un grand organisme de recherche français qui détient des centaines, pour ne pas dire des milliers de brevets, qui il y a quelques années, parce que ça coûte cher d'entretenir des brevets, il y a quelques années a eu une idée géniale, on dit on va distribuer gratuitement nos brevets à des PME françaises qui sont intéressées. Ils n'en ont pas distribué un. Ça veut bien dire que la technologie, sans l'usage, sans la connexion avec sa finalité sur le marché, ça ne sert effectivement à rien du tout. La technologie est un moyen pour rencontrer un marché. Et je voudrais juste finir sur un point. Les Américains sont très forts dans leur côté imaginatif, dans leur capacité à pivoter. Et j'utilise le terme de pivot volontairement. Et je crois que ça, c'est un sujet sur lequel, en termes d'innovation, on a intérêt à réfléchir dans notre culture traditionnelle, dans notre historique, et avec une question, c'est est-ce qu'on peut raisonnablement penser à l'avenir dans un pays qui a des plus beaux musées que des universités? Pourquoi nos musées sont plus beaux que nos universités? Les Américains sont très créatifs et pivotent très vite. Ils ont inventé un superbe concept. Aujourd'hui, tout le monde a lu le Lean Startup d'Eric Ries. Tout le monde est branché sur cette notion de pivoter et d'aller relativement vite, le plus vite possible au marché. Et tant qu'on n'a pas rencontré le marché, de pivoter le plus vite possible et en se branchant finalement avec le marché. Ça veut dire qu'en matière de communication, ça veut dire qu'en matière d'études de marché, on parlait de Deloitte tout à l'heure, mais toutes ces structures de conseil ont le même problème que les acteurs de la communication, c'est qu'aujourd'hui les entrepreneurs doivent, pour réussir, passer en direct avec leur marché et le plus vite possible se connecter avec leur marché. Et ça, c'est une des promesses du Big Data. Et effectivement, je rejoins ce que Jean-Pierre a dit, Big Data, aujourd'hui, c'est plus une affaire de technologie. Aujourd'hui, si vous avez besoin de développer des applications Big Data, vous allez sur le marché, vous avez plein de fournisseurs d'infrastructures, plein de fournisseurs de plateformes. Amazon, OVH vendent leurs serveurs à des prix qui sont ridiculement bas. Donc, développer une application Big Data, aujourd'hui, c'est technologiquement, vous n'avez plus besoin d'être un spécialiste. Par contre, si vous voulez l'exploiter, il faut avoir une bonne idée. Et l'acronyme français du Lean Startup, alors la boucle en anglais c'est BML, Build, Measure and Learn dans le Lean Startup. Moi je vous propose un autre acronyme qui est en français, c'est le BGBS, le PGBS. Le putain de gros bon sens. Merci à toi. Bien, écoutez, cette journée, elle va être faite pour que vous puissiez partager. Maintenant, on a essayé de vous donner un peu le tempo de cette journée, nos points de vue, nos convictions, nos doutes aussi, nos interrogations, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. On va essayer d'y répondre. Donc cette journée sera rythmée maintenant à partir d'ateliers débats où des échanges auront lieu avec des meilleurs experts, je tiens à le souligner. Les pitchs qui vont démarrer dans 10 minutes, et je sais que certains d'entre vous souhaitaient absolument y participer. Donc, en fait, pour vous resituer l'environnement général, quoi qu'il en soit, Jean-Pierre, Pierre peut-être le plus longtemps possible, vous tous, on serait aussi près de vous pour vous répondre, à vos questions, pour partager. Si vous avez envie de faire des points d'échange avec Jean-Pierre, hein, il est à votre disposition. Si vous voulez faire un point aussi de tournage, hein, je crois qu'il est à votre disposition. Pierre pareil, Frédéric pareil. Profitez bien de cette journée, on aura l'occasion de se retrouver. Un moment d'exception pour ceux qui pourront être libérés, je ne l'avais pas annoncé, c'est à 13h, on fait un JT avec Rachid Arabe, parce qu'on a envie de parler de l'information et de l'innovation, et on n'avait pas envie de parler de transparence et de vérité. Voilà, et si vous êtes disponible, de 13h à 13h30, nous parlerons de cela. Profitez bien de cette journée, on a l'occasion de se revoir, et ce soir, Jean-Pierre, on clôturera donc les débats, en espérant que vous aurez appris des choses. On vous aura fait partager d'abord notre envie, notre ambition, notre plaisir, notre conviction, la confiance que nous avons dans le monde de la com, et aussi la confiance que nous avons dans nos pouvoirs publics, quand on a des gens comme Pierre, donc qui sont
à nos côtés, comme Philippe, on peut avoir confiance. Je crois que ça nous donne de la confiance. Et voilà, passez un bon moment. Nous sommes entièrement à votre disposition. Vous avez un planning. N'hésitez pas également à partager avec, je dirais, Twitter, Facebook, tout ce que vous allez vivre. Tout est retransmis, donc, en effet, actuellement sur l'Internet. Okay, tout ce que l'on se dit. Donc là aussi, à partir de ce matin. Donc voilà, on a passé un bon moment. Tout sera retransmis. Nous sommes pour la transparence. Nous n'avons pas retransmis donc Pierre Gattaz. Ce n'était pas prévu comme tel. Mais à partir de 10h, tout a été retransmis. Nous sommes en transparence. À l'Observatoire, nous sommes transparents. Nos adhérents sont transparents. Nos partenaires sont transparents. Et je crois qu'il faut qu'on revendique nos convictions, notre parti pris et nos ambitions. À tout à l'heure et passez de bons moments.